Sharif Majdalani, Beyrouth 2020, Journal d'un effondrement, aux éditions Actes Sud. Chapitre 1er. Nous avons marché, lui et moi, jusqu'aux oliviers. Il y en avait 3, et de petits chênes verts. À l'horizon, à l'est et au sud, on voyait les crêtes des montagnes. Et sur les 2 autres côtés, c'était assez vaste pour que les limites de la parcelle ne soient pas perceptibles. Le gaillard m'en avait proposé une autre, d'où l'on voyait la mer. Et je lui avais répondu que je ne voulais pas voir la mer. Je la vois assez, tous les jours. Et tant qu'à être dans la montagne, autant voir les sommets. Et dessus, la nuit, le baldaquin du ciel et son balai d'étoiles. Je crois qu'il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Il était sanglé dans une sorte de gilet et dessous, une chemise boutonnée jusqu'au menton, alors qu'elle commençait à faire chaud. Lorsque nous avons dépassé les oliviers, marchant dans les herbes sèches qui cachaient parfois les restes de sillons durcis, en direction des ruines d'un petit cabanon que j'aurais envie de faire restaurer, il m'a demandé s'il était envisageable que je lui paye en cash. J'ai éclaté de rire en lui demandant d'où il pensait que je pourrais lui trouver des dollars en cash. Il n'a pas commenté. Nous étions convenus d'un règlement par chèque. Il a juste tenté sa chance. Il y a quelques jours, j'ai interrogé Jade sur les raisons qui poussent certains propriétaires à vendre des biens contre des chèques bancaires. Et il m'a répondu que c'est le plus souvent parce qu'ils ont des dettes qu'ils souhaitent rembourser au plus vite, avant l'effondrement complet de la livre. Moi, en revanche, je ne veux plus avoir un sou à la banque. À mon retour, Marianne m'a annoncé que la machine à laver faisait un drôle de bruit. Et en effet, elle faisait un bruit inquiétant, une espèce de claquement régulier, presque cadencé, au rythme des tours du tambour. Je l'ai pourtant fait réparer il y a quelques jours, avant-hier même. J'ai appelé le réparateur qui n'a pas répondu, évidemment. Ces détails du quotidien sur lesquels nous sommes impuissants m'agacent et me mettent en colère. On se met vite en colère ces temps-ci. Sur les réseaux sociaux, la même chose, inlassablement, jusqu'à la nausée. L'effondrement économique, la ruine du pays, le contrôle des capitaux, les taux de change et la livre en chute libre, l'inflation, la pénurie qui guette. Chapitre 2. Nous n'avons trouvé de place dans aucun des pubs de la rue Badaro. Seuls 2 d'entre eux sont fermés, les autres sont bondés. Finalement, Marilyn, la manageuse du Super Vega, nous a débrouillé une table pour 4 et nous nous sommes serrés parce que nous étions 6. La distanciation sociale est parfois une vue de l'esprit. La musique était jolie et à la table d'à côté, un groupe de femmes riait à tue-tête. En voulant prendre son sac pendu au dossier de sa chaise et presque collé au siège de pierre, l'une d'entre elles a donné un coup de coude dans mon verre de margarita qui s'est renversé sur moi. Elle a voulu s'excuser, s'est levée, était prête à me tamponner la chemise, mais s'est arrêtée d'un coup en s'apercevant de l'ambiguïté de son geste. Durant la soirée, elle se retournait fréquemment pour partager notre conversation, avec une curiosité évidente, s'amusant de nos plaisanteries et des jeux de mots de Joy. Nous lui avons dressé la parole à plusieurs reprises pour l'inviter à se retourner complètement, ce qu'elle a fini par faire. Progressivement, notre table et celle qu'elle partageait avec ses amis n'en ont plus fait qu'une. L'une de ses amies nous a raconté qu'elle avait vécu en France, puis avait décidé de rentrer définitivement. Elle avait vendu pour cela le seul bien qu'elle possédait, un appartement à Paris. Avec cet argent, elle projetait de monter une petite affaire ici. Mais depuis, cet argent est devenu inaccessible et elle a l'impression qu'elle n'a plus rien, comme la plupart d'entre nous. Cela la faisait presque rire. Lorsqu'elle a su que Neila, ma femme, était psychothérapeute, elle a voulu savoir s'il était normal qu'elle ne ressente pas davantage d'angoisse à l'idée d'avoir tout perdu et ne s'occupe plus que de cuisine
Et par exemple, depuis quelques jours, des diverses et insoupçonnables utilisations du sumac pour accompagner les œufs au plat, certes, mais aussi l'espadon rôti et la raie. Vous trouvez des raies ces temps-ci, a demandé Pierre, stupéfait comme nous tous. Non, a-t-elle répondu. Je fais des recettes virtuelles. Chapitre 3. 1er juillet. Je passe ma journée à courir d'une banque à l'autre, à convertir des dollars en livres selon le taux officiel, puis à comparer ce dernier à celui des banques, puis à celui des changeurs, puis à celui du marché noir, à faire des calculs, à planifier des dépenses moitié en chèque, moitié en liquide, avant de m'embrouiller et d'envoyer tout paître. Ma femme m'a dit l'autre jour que si l'ensemble de la population déployait plus utilement une part seulement de l'énergie qu'elle met à essayer de se dépêtrer du piège où elle est prise à cause de la banqueroute de l'État et des banques, on parviendrait à redresser le pays en 48 heures. Chapitre 4. La machine économique est moribonde, les commerces sont au bord de la ruine, et pourtant, depuis le matin, une activité effrénée s'empare de la ville, comme au plus beau jour de son opulence subitement passée. Les embouteillages ne sont pas pires que naguère, bien que les feux de signalisation se soient éteints avec la pénurie de courant électrique. Là où il y en a encore, incompréhensiblement, les agents de la circulation encouragent les automobilistes à les brûler, à grands gestes rageux, faisant rouler tout le monde en même temps, comme s'ils mettaient un soin, qui relève de la revanche, à rappeler que l'ordre ne règne plus. Alors pourquoi respecter encore ces foutus derniers feux survivants ? Les automobilistes en restent pantois. Certains, comme moi, résistent, sous le regard hargneux des agents qui semblent conscients et honteux d'être devenus les représentants du désordre général et de la faillite de l'État, et qui en rajoutent, comme on achève avec fureur de casser un objet auquel on tient, pour se punir de l'avoir inconsidérément ébréché. J'en ai parlé à ma femme en rentrant, elle n'a pas paru touchée par les sentiments que je prête aux agents. Elle ne les aime pas et considérait déjà avant la crise qu'ils sont plutôt fauteurs d'embouteillage qu'autre chose, que là où ils se trouvent, ils compliquent la situation, que la circulation urbaine est comme un fait de nature, elle finit toujours par se réguler d'elle-même, et que l'intervention humaine ne fait que la perturber et la rendre plus compliquée. Chapitre 5. 2 juillet. Le hasard a quelque chose de romanesque, voire de tragique. C'est il y a 100 ans, exactement, en 1920, que l'État libanais a été fondé. Et on ne peut que rester rêveur devant l'ironie du sort qui fait advenir la ruine d'un pays à la date même de sa naissance et au moment même où on s'apprête à en célébrer le centenaire. Jusqu'où remonter sur ces 100 années dans la généalogie du désastre. Chapitre 6. Le Liban, l'arrogante petite Suisse qui se prenait pour l'héritière d'une nation antique, voire biblique, s'effondra une première fois en 1975, après 30 ans que l'on a tendance aujourd'hui à magnifier. Ce furent pourtant 30 ans de lutte, de conflits, de guerres larvées pour définir l'identité du pays. Les chrétiens le considéraient comme leur et fondé pour eux et refusaient d'en partager le pouvoir réel avec les musulmans. Ces derniers exigeaient leur part de pouvoir tout en rêvant d'unir les pays aux grands projets arabistes et nassériens. Ils s'allièrent aux organisations armées palestiniennes. Les chrétiens y virent une menace existentielle, s'armèrent aussi et tout partit en morceaux. Nulle part ailleurs, pourtant, et malgré ces dissensions, les 30 glorieuses ne méritèrent si évidemment leur nom que dans le Liban de ce temps-là. Tant à cause des dates, 1945-1975,
soit les 30 années de vie de la première République libanaise qui succédaient aux 25 indolentes années du mandat français, que pour les sommets atteints dans l'opulence du Liban de cette époque. Les cabarets et les clubs de Beyrouth étaient alors les plus célèbres de tout l'Orient. Dans les salles de théâtre et au casino du Liban chantaient Dalida, Brel ou Louis Armstrong. Tandis que dans le décor des immenses temples de Baalbek, Klemperer dirigeait les symphonies de Beethoven et Zeffirelli montait le couronnement de Popée de Monteverdi. Et Belmondo faisait des cabrioles en compagnie de Gene Seberg dans les couloirs de l'hôtel Phoenicia. Aragon dormait à l'hôtel Palmyra. Les espions de tous les pays se donnaient rendez-vous au bar fameux de l'hôtel Saint-Georges, dessiné par Jean Royer. Alors que Niemeyer bâtissait la foire de Tripoli sur le modèle de Brasilia. Mais tout cela ne plut guère à Brigitte Bardot, qui après avoir tourné à Beyrouth, décréta qu'elle était déçue. C'était trop occidental à son goût. Elle pensait sans doute trouver des chameaux, des ânes, des almées autour de bassins décorés à la mauresque. Or, non. C'est le rock et le twist que l'on dansait. Le ski nautique et les mini-jupes faisaient fureur. Et tout cela atteignit un paroxysme au début des années 70, juste avant l'effondrement. Alors que, par ailleurs, dans les banlieues et autour des camps, des batailles rangées se déroulaient entre les milices palestiniennes et celles des partis chrétiens. Et que le sud du pays échappait au contrôle de l'État. Nous étions alors comme les habitants qui vivent au pied d'un volcan, qui cultivent leurs terres si fertiles, travaillent à s'enrichir, passent du bon temps en entendant les rugissements réguliers depuis les entrailles de la terre et des tremblements sous leurs pieds, mais n'en ont cure. Haussent les épaules, prétendent que ça a toujours été comme ça, que ça le sera encore longtemps, jusqu'au jour où tout est emporté. Chapitre 7. Le déclenchement de la guerre civile de 1975 fut comme le solde de tous les comptes et les mécomptes de cette première République libanaise. Durant les premières années du conflit, les milices se bâtirent dans une sorte de consentement populaire. On en considérait les membres comme des héros sacrifiant leur destin et leur vie pour le bien commun, ou pour des idées. Ici, la défense de l'identité libanaise. Là, l'exaltation de la grandeur de son arabité. Mais les choses ne durèrent pas. Les interventions syriennes dès 1979, puis israéliennes en 1982, le bouleversement de l'échiquier que cela entraînant, et surtout la durée du conflit, transformèrent fatalement les premiers groupes armés en milices régulières, puis en quasi-armée professionnelle. Le comportement des combattants changea aussi, et nombre des premiers volontaires sur les champs de bataille renoncèrent à poursuivre le combat avec la progressive perte de vue des idéaux initiaux. Les jeunes gens enthousiastes des débuts cédèrent progressivement la place à des sortes de soldats de métier. L'osmose avec la population se relâcha, puis une véritable hostilité à l'égard des milices commença à se dessiner, d'un côté comme de l'autre, et dans les deux camps identiquement, sans que cette hostilité pût se manifester au grand jour. Très naturellement aussi, les hommes politiques historiques, les chefs de la Première République, qui furent aussi les premiers acteurs de cette guerre, Pierre Gemayel, Camille Chamoun, Kamal Jumblat, Saïd Salam, se trouvèrent progressivement débordés ou éliminés, puis remplacés par une nouvelle génération non plus de politiciens, mais de chefs de guerre. Samir Jaja, Eli Obeika, Walid Jumblat ou Nabi Berri. Leurs diverses milices et l'innombrable clientèle qu'elles laissèrent grossir dans leur orbite mirent durant une décennie le pays en coupe réglée par le racket, les trafics divers, le contrôle des structures à moitié ruinées de l'État, et notamment de ses ports et aéroports. Ce qui explique pourquoi le surgissement du général Aoun, commandant en chef de ce qui restait de l'armée légaliste, eut un tel retentissement, et pourquoi tant d'enthousiasme s'agrégea autour de sa personne. Ce matamor imprudent et maladroit promit, dans des discours aussi fameux que fumeux, de nettoyer le Liban des milices, puis de la présence syrienne. Mais au lieu d'y parvenir, il ne fit, au terme de batailles sanglantes et inutiles, qu'achever de ruiner le pays, d'unir contre lui l'ensemble des milices aux côtés des Syriens et de permettre à ces derniers de le chasser et de mettre la main sur l'ensemble du pays en y décrétant la fin de la guerre.
Chapitre 8. 3 juillet. Il y a quelques jours, Saria, ma fille, a obtenu son permis de conduire dans les conditions les plus absurdes. L'absence d'électricité dans le centre d'examen l'ayant empêchée de passer le test du code de la route. Elle s'entraîne quotidiennement en me conduisant pour mes courses diverses. Elle se débrouille bien dans l'embarras qu'impose l'extinction des feux de signalisation et l'attitude bizarre des agents. Mais elle redoute le tunnel qui descend vers la mer et qui, à cause de la fin de l'alimentation électrique et d'une noirceur opaque, est terriblement dangereuse. Je lui indique parfois en passant certains détails cocasses de notre quotidien désormais. Et hier, en l'occurrence, en passant devant une grande banque, l'incroyable barricade qui la saignait comme une place forte. Elle me pose des questions sur la situation, sur son avenir et sur la possibilité que nous la laissions partir pour l'étranger l'an prochain, afin de poursuivre ses études, à l'image de nombre de ses amis. Le rêve de départ des jeunes comme elle, pourtant attachés au pays jusqu'à récemment, est un des sujets les plus glaçants et les plus embarrassants. Mais hier, nous parlions d'autre chose. Je venais de lui expliquer, à sa demande, certains éléments complexes de notre histoire récente, et notamment de la guerre civile. Et elle me surprit en déclarant qu'en définitive, et pour résumer, cette longue et complexe guerre entre Libanais avait donc été remportée par les Syriens. J'en ai bien ri. Et lui ai en même temps concédé que ce singulier paradoxe contenait en effet toute la vérité. À la fin du conflit armé, ceux qui sortirent gagnants furent, dans chaque camp, ceux qui avaient été les plus proches des Syriens, ou avaient misé sur eux, ou cherché leur appui à un moment ou à un autre. Obeïka, Berry, Yumblat et les chefs du Hezbollah. Ces hommes nouveaux, qui avaient déjà ruiné le pays durant le conflit, allaient désormais pouvoir se partager le fabuleux gâteau de la reconstruction, à condition de livrer leur quote-part aux chefs militaires syriens. Accompagnés de leurs anciens états-majors guerriers et de la vaste clientèle qui s'était formée autour d'eux, s'auto-amnistiant lors d'un vote mémorable du premier Parlement de l'après-guerre, ils entamèrent l'installation du vaste réseau de noyautage de l'État nouveau. Chapitre 9. C'est dans le principe même de cette seconde république et dans la mutation des chefs de guerre en hommes politiques qu'étaient inscrits les gènes du deuxième effondrement. Dès les premiers instants, et dans la griderie du retour de la paix et d'une fabuleuse opulence attendue, se mit efficacement en place le tentaculaire et gigantesque système de détournement des sommes allouées à la réédification du pays. Très vite se trouva rodée la mécanique des adjudications douteuses, du racket institutionnel, des délits d'initiés, des fausses factures, de la corruption, des complicités à tous les échelons d'un État désormais remis sur pied pour l'enrichissement de ceux qui le colonisaient et de ceux qui en étaient les tuteurs étrangers. Les chantiers inutiles se multiplièrent en donnant l'impression d'une ruche au travail. Les caisses noires devinrent une routine, ainsi que les services rendus et les retours d'ascenseurs, les quotes-parts, les partages des projets, la clientélisation des communautés et les emplois fictifs. Le seul véritable nouveau venu, à ce moment, au milieu des chefs de guerre convertis, fut l'homme d'affaires Rafik Hariri, nommé Premier ministre, après un accord passé entre Saoudiens, grands financeurs de la reconstruction, et Syriens, garants de la paix et occupants officieux du Liban. Il arriva avec de véritables ambitions de bâtisseur, malgré ses goûts douteux dans l'urbanisme qui faillirent transformer Beyrouth en une sorte de mégapole à la manière des Émirats du Golfe. Je ne sais jusqu'à quel point il laissa faire, jusqu'à quel point il y fut contraint. Il usa apparemment de moyens fort peu démocratiques pour dépouiller les propriétaires du centre-ville, s'octroya quelques privilèges et caisses parallèles et fit entrer le Liban dans l'endettement. Il fut surtout tenu de composer avec les anciens chefs de guerre, devenus ses pairs et soutenus par les Syriens,
et dut leur concéder, à son corps défendant, d'énormes prébendes au sein des administrations et de faramineuses adjudications. Mais cela ne suffit pas. Il n'était pas assez docile. Son assassinat, en 2005, déclencha ce qu'on a rarement décrit, mais qu'il était pourtant, comme la première véritable révolution arabe. Des millions de Libanais dans les rues poussèrent l'occupant syrien hors des frontières. On crut alors naïvement que l'on était en train de se débarrasser des principaux vecteurs de l'immense corruption qui minait l'État et que tout allait désormais s'arranger, que cette deuxième république allait enfin se mettre au service des citoyens. Les ennemis de la Syrie sortirent de l'ombre, le matamor Aoun revint et ses partisans virent en son retour celui du Messie ou de Gaulle après l'occupation. Las, les politiciens de tous bords, anciens alliés de la Syrie maintenus à leur poste et nouveaux venus, reconduirent très vite leurs alliances ou en créèrent de nouvelles, qui n'eurent d'autre but que de conserver l'emprise de cette oligarchie sur les rouages d'un État qui continuait à rapporter gros, très gros. Chapitre 10. Tout cela tint 30 ans. Il y a peut-être décidément, dans les dates qui émaillent l'histoire de ce pays, quelques énigmes à déchiffrer. Parce que 30 ans, c'est aussi le nombre d'années qui avaient été nécessaires pour que la première République s'effondre. 30 nouvelles glorieuses, de 1990 à 2020. Réduplication des premières, celle du troisième quart du XXe siècle. Beyrouth devint à nouveau à ce moment la capitale de la vie nocturne et de la fête de tout l'Orient, et peut-être de tout le pourtour de la Méditerranée. On y voyait plus de Porsche et de Maserati que dans Beverly Hills. Il était bon d'y être riche, mais on pouvait le devenir dans l'art et le design autant que dans les affaires et l'immobilier. Les banques offraient de si faramineux taux d'intérêt que c'était l'Eldorado des rentiers. On ne produisait plus rien. L'agriculture était à l'abandon, l'industrie inexistante. On vivait sur les importations. Et le gouvernement, afin de développer encore les grands projets, prit la décision d'emprunter en dollars américains aux banques locales à des taux absurdes. La dette grimpa à 30 milliards, puis à 40, puis à 50. Et ces intérêts seuls égalèrent, puis dépassèrent le PIB. Mais Roberto Alagna chantait à Bétédine, Placido Domingo à Balbec, et l'élection de Miss Europe se déroulait au Liban. Une nouvelle fois, ce fut la danse au pied d'un volcan qui grondait et dont on refusait d'entendre les menaces, ou sur les bords du gouffre dans lequel on finit par tomber. Et maintenant, on vous donne rendez-vous le samedi 21 novembre à 22h pour la suite de cette lecture. Bonjour, salam, madame, monsieur, dame. Fini de regarder les cieux. Ensuite,
je me tiens face à eux. L'amour dans l'âme. Je transfère ma flamme C'est un salam qui commence par salam. Tout d'abord, à vous ensuite. Ce qui nous entoure, cet art qui nous traverse, nous bouleverse. Aux 23 États, dans tous les États, regroupés en 5 espaces régionaux, bordés de grands jours. Salam. Grand Maghreb, espace culturel arabo-berbère, où je suis né. Ensuite, mon père traverse de plusieurs terres avant de vous faire comprendre mes repères. Salam à cette mer brûlante de cette belle Orient et de ce pays assassin qui révèle ses rayons accueillants. Tant d'histoires assassinantes, plaisantes, marrantes, inquiétantes, bouleversantes, troublantes, apparemment, captivantes, cultivantes, enivrante, tant de couleurs, de saveurs, de douleurs, de fleurs et de bonheur. Cet monde rempli de cœurs, de frères, de sœurs, Salam, Grand Masrek, vallée de Lune, où se promène crocodile, Bâtiment
coloniaux et structure art déco. Pas trop de plomique. Culture pharaonique. Passant à cette belle corne d'Afrique. Slam, guerrier dans l'âme, où le paysage volcanique et aquatique à eux seuls forment une étoile artistique. Slam, à ce croissant fertile, tant de guerre inutile, terre sacrée, délices sucrées, sentant et gourmand. Sentant et gourmand. Salam, péninsule islamique. Salam, péninsule islamique. Pays du Golfe, making Golf. 1000 et nuits, poudre ou magie. Nati salam kimbaka. Nati salam kinkhenne. Nati salam sahili. Nati salam bamboko. Lenki anganinkri chinnaldi nyimi. Foko anga fubetu foko anta quraxe foko angiri nokku nati ana nyinda sewe chondo men noko bawni anganin kiri nyimma khalle ana nyayage chondo me anganin kiri nyimme khalle ana nyinda nyakhaliye anganin kiri nyimme khalle ana nyinda soye anganin kiri ke wurodi anganati ta khuraquku nati inangaba khakuna intabana nati inangaba khakuna intabana kinni jikunya nati intabana kinni sefe mokhonya nati intabana kinni rankampenya kinati intabana kinni biradonya hay jamanu kundala to meya kento kabana nyana bane wa bawoni tun kabanne ke yanda khenche kenga no su yang khandi ken kamawa nati lenki na konna bawoni khalle nyani falle fiti khalle nyani kane fiti khalle nyani sobe nyani sange fiti khalle nyani tongu nyani khalle nyani gijin katte nyani nati na ko khannetana fulle anta toko falle hande onoddi kam o wi haala hen seeda ko ganduda hen mam welto hen ko jaami hen ko dum woni kam ko mi accata dum caggal ko yeeso tan woni kam ko
o wi haalnam heen no ɓe njooɗiri, haalnam heen no ɓe kettori, haalnam heen no ɓe mbindori, haalnam heen no ɓe cifori. mami welto no feewi, hay soko seeɗa mi accata, addulahal ma mi waɗanma hen haa wiya soko doj. ko tagi mbimi ɗum, mbimi ko pular ko hen jeeyami, sa ajibni ɓiɗɗo haɗa mo wawde yaade mo muyno kosam noddirami he. ko hen jeeya mbimami somi addi pular ko ɗemgal amen emin ndendi leydi ndi, emin ndendi wuro ngo, ko enen ndendi jonde nde. o wi kam to jeyɗa, mbimi ko Mauritanie ja. o wi kam mate an ka murtuɗo, mbimi hayso komi murti ko murtoɗe, ɗum hatta kam wasde murtude. o wi kam ko ɗo haaɗi, mbimi wawa haade ɗo, tagi min baddani dogdu saka mboɗo waɗma ada komin datma sa jaaɓi. o wi kam ko tagi ɗum, mbi mboɗo haala ɗemge nayyi, hay somi foofani ene wonen nder ɓerdam. o wi hel ɗen ɗemgal, mbimi addanma hen olof, mane ko ñoo bokk, munen lan mane ñoo bokk suñu biir, mune lan mune ñoo bokk suñu dëkk, mune lan mu ñoo bokk ci réew mi. tey bu ma wootee mu ne ci guddi gi kaay nettalima ci tooge kaay, wallahi dina sawar, ndaxte loo xam ne wareef la si saman, sama yëf la, duma xaar nga wooma, dina takk sama dàll, takk sama tubéy, yàgg xeex ngir lan sama alal, yàgg xeex ngir lan ci kanam. mu ne ma gone ge egsugo, ma ne ku jugul moo esugul, yàgg naa bu ma takk sama dàll ndaxte jog naa, yàgg yow nday gudd dinaa egsi. mu ne ma gone bi kaay nettali ma tuuti, ma ne dinga nangu jàng soo toogee sama wet. mu ne gone gi foo xamee, ma ne yàgg toog ci mag, mën a laaj. mu ne ma gone gi kaay ma yónni la, ma ne duma bañ, ndaxte barke di wuti benn waxtu di nga yàgg liggéey mu fekk si la si sa tànk. moo wax ci ban làkk, mu ne ma indal si seen làkk bi ngeen di làkk si biir réew mi, mu ne fan, ma ne gànnaar, wallahi soo neexee nga ne dëkk maam naar. mu ne fan, ma ne dëkk naa sama tànk ba Atar, xam naa bambara ko Atar akota, dëkk naa ba sama tànk Singiiti, soni kenda ko adi Singede, dëkk naa sama tànk ba Walata, soni kenda ko ati a Walatono, angani tirindi ta khuraku nati awa gabono nta kurunu kendi bawoni ngindutu ken nokondi. adin kiri fonkaranga atin nangani yawul ammi انت والله انا امك زيب ايدك لا تؤدب بايد مني قريب مني نقولك سويه في الكلام اللي بلساني تستمع بالبنينك قال مبيننا قلت كيف عاش قال مبيننا قالوا قداش قلت له سوقوا ما ينباع ولا لسووا النباس
قال حالتوما يلي قاعد فيها يلي وحل إليها يلي قولها لي. قلت له ما قد نفو منه نقولها في الليلة في النهار، عقلي خمامي في الفوق ما نخلي مبوي نكراي. قال لي تفيلة روح العيد بإيد. قلت يلا خمامي أود بإيدي ما نعود قريب مني. قال لي لاس قال دولتنا يلا وحل إليكم فيها ما نقابلنا. بدل أننا يكذبه ولا يك واخد إلينا من هنا ولا واخا إلينا. سمع أخويا يلي قتلني، سمع أخويا يلي وحلني ماني قابلها. قال لي صب لي كاس. قلت له في الموريتانيا هاي برادة نرادة سكر نكر ورقة يرقى. ولاد أمي كل منه أقبط في الورقة يرقى. يلا كافي عليكم واحد علينا في اليرقة تكومة في الحكومة منكم. قالوا ولاد أمي يلا تمدي لي بأيداك. قلت له أيدي ما هو بإيدي منك. قال مد له قلبك. قلت له قلبي ما هو بإيدي منك. قال مد لي كراينك. قلت له كرايني ما هو بإيدي منك. يلا أرب حمك. قالوا أنا ما أنا راقدي والله نصنط في الودانية في الكورية وفي الفلانية في الحسانية والله فلانية. فر نقول من ولادنا في دولتنا ما نخلي واحد منهم يعود لورتنا. يلا تسمعنا ما نواخدين ولا رواقين. يا مسابق يوم صندكم في الكوم كذابكم يك وحل إليكم. قالوا هاي في الكوري. قلت له باز خلقني مولانا وانت خلقك من هو. قال لي خير منك هو والله خير منك فلاني. قلت له سابق نقولوا وحقت إليها. قلت له خلقني مولانا وخلقك خلقني ربي وخلقك. يلا ما تقد أود خير مني ولا قريب مني. يلا قول لسانك تخير مني. خلك بينكم مولانا. أراني أقولك السلام عليكم في الزمان معنا. السلام عليكم ياك صنتنا. السلام عليكم ياك رايفينا. السلام عليكم. Monsieur Elfol, on est Zamakan et on est très heureux de faire partie ce soir de cette version très spéciale de la Nuit de la Poésie. Et j'espère qu'on pourra vous transmettre un peu de nos énergies positives pendant ce temps difficile. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et, on commence avec le premier morceau qui s'appelle Blues Rast. On essaie un peu de mélanger voilà, le mode oriental Rast avec le style blues aussi, avec mon camarade Baptiste Fouandis à la guitare. Et voilà. Merci.
fait chaud. T'as bien fait.
Tu te souviens, ce moment où l'on atterrissait à Alep, ce passage entre les bagages, la douane et notre famille qui nous attendait sur le parvis d'arrivée des voyageurs. Je m'amusais à repérer mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, leurs sourires, leurs mains tendues. Il m'arrivait même de sourire aux inconnus qui retrouvaient eux aussi leur famille. Un sentiment d'appartenance. L'aéroport était devenu symbole de retrouvailles pour nous, mon endroit préféré. Chaque année, j'y retrouvais les souvenirs que j'avais laissés en quittant Alep. Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir pour la nuit de la poésie, virtuellement. Et je suis Dima Kaake, franco-syrienne, et ce soir, accompagnée de Mohamed El-Manjra, je vais vous lire mes poèmes sur la Syrie. Je me réveillais un jour dans une ville remplie d'amour, d'espoir et de rêve. Baignée par une lumière ensoleillée pendant la journée et illuminée à travers les fenêtres des maisons pleines de vie lorsque la nuit tombait. Elle fleurissait par ses habitants dessinant de leur rire une mélodie d'insouciance, d'espérance. Il fut un jour où je me promenais dans une ville où l'ancien se mêlait au nouveau et l'histoire arpentait chaque sillon de la glorieuse citadelle jusqu'à se faufiler entre les recoins les plus oubliés. Je me baladais un jour dans une ville, éveillant tous mes sens.
imprégnant mes souvenirs. Les longs mawals de Sabah Fakhri et l'accent chantant des habitants. L'odeur des épices chatouillant mon nez chaque fois que je passais par Souk al-Teri. Je coexistais un jour dans une ville où le tintement des cloches d'église se mariait aux appels à la prière des mosquées. Et nous célébrions Noël et Pâques comme Aïd al-Kbir et Aïd al-Sghir. Et pendant le Ramadan, la ville s'animait par la même harmonie que le sentiment des ruelles lorsque Noël arrivait. Un jour, j'arrivais à Alep. Je reconnaissais ma ville. Et la lueur dans mes yeux, lorsqu'elle se reflète, est toujours celle d'Alep. Le parfum de café torréfié et de pain sucré à la cannelle s'est faufilé à l'intérieur du taxi, à travers la fenêtre que j'avais laissée entr'ouverte. Et malgré l'obscurité de la nuit, lorsque l'odeur a atteint mon nez, je savais. Nous étions à Alep et mon cœur commençait à battre différemment. Je me sentais paralysée quand je suis rentrée. C'était comme si les choses, telles qu'elles étaient, avaient été dérobées de mes souvenirs. Et je devais apprendre à aimer, à nouveau, différemment. La chaleur du soleil sur ma peau était toujours réconfortante et la manière dont la lumière venait embrasser les murs et les bâtiments avec douceur était toujours ma rencontre préférée. Mais il arrivait que la flamme se recourbe par la dureté de la guerre. Et certaines fenêtres ne recevaient plus l'étincelle. La senteur du jasmin était toujours la même, mais je l'avais tant fantasmée qu'elle n'avait plus la même portée. Tout
tout ce que je souhaitais était de redevenir une petite fille et faire des colliers de fleurs avec mes cousins, mes cousines, dans le jardin de mon oncle pendant que derrière nous, nous entendions nos parents parler, manger, boire du thé, du café et rire aux éclats. Ça faisait 7 ans et je ne savais pas ce qui avait le plus changé. Moi ou le ciel au-dessus de ma tête. Je me suis installée sur le balcon de mes grands-parents. C'est là que je retrouvais le plus de sérénité. Là que tous mes souvenirs s'éternisaient. Et lorsque l'appel à la prière a retenti, une larme s'est posée sur le carnet auquel je m'agrippais. J'étais chez moi, mais c'était différent. Mais j'y appartenais. Toujours. Et les cloches de l'église ont commencé à carillonner. Le soleil trouve son chemin jusqu'à la chambre dans laquelle je somnole encore au beau matin. Et je suis réveillée par la chaleur de son toucher sur mes jambes. Le tintement de la cuillère qui remue le sucre dans la tasse de thé. Effleurant les parois de verre pendant que ma grand-mère nous rappelle encore une fois qu'elle ne boit pas le thé avec du sucre, ya benti, parce qu'elle a du diabète, tout en étalant un peu de confiture d'abricot sur le bout de pain qu'elle s'apprête à manger, avec une tranche de fromage effilé, jibne mchelchele. Et les voix de ma mère et mes tantes résonnent à travers la maison, dans chaque chambre et ses souvenirs, là où elles ont grandi. Elles ne se disputent pas. Tout le monde le sait, ça. Elles parlent juste fort et je pense que c'est la joie d'être réunies. Et même si cela me réveille à l'aube, pendant les matins d'été, c'est aussi mon réveil préféré. Et tout le monde se réunit autour de la petite table marron dans le salon. Alep, la confiture de roses et d'abricots, ma famille et le soleil. صليت 9 سنين وين ما رحت جرب لاقي قطعة من الوطن. لحن الضحكة، ريحة شخص، طعمة أكلة، شكل حارة، ريحة مطرح، دفى بيت، صوت القهوة عم تغلي والشاي
تنسكب والولاد عم يلعبوا. ما بيعدي نهار ما بدور فيه. عالوطن صوت القهوة عم تغلي والشاي عم تنسكب والولاد عم يلعبوا. ما بيعدي نهار ما بدور فيه. عالوطن Je vous parle d'une Syrie qui est la mienne. Une Syrie qui, à ma manière, se dessine et enveloppe par sa douceur mes épaules d'une chaleur. Ce n'est peut-être pas la vôtre. Je ne prétends pas à une vérité générale. Seulement celle qui étincelle mon cœur. Je vous la conte par les souvenirs qui s'entremêlent dans mon esprit, sans oublier à travers la douleur, la douceur. Je vous en parle car il faut continuer, toujours, en parler, en parler, en parler. Des fois, cela nous brise, nous détruit, nous anéantit. Mais cela nous fait vivre, survivre et aimer aussi. Cela nous rappelle combien la vie peut être amèrement belle, amèrement. Mais belle. Les larmes sont salées, salées mais avec un arrière-goût de douceur, la douceur des souvenirs. Ces souvenirs qui des fois nous font sourire, des fois nous renversent. Encore, encore et encore. C'est à travers nos yeux que ceux qui ne connaissent pas la Syrie l'apprennent et essayent parfois de la comprendre, de l'entendre, de nous découvrir. C'est par elle, à travers elle et malgré elle que l'on aime. Ma plus grande blessure, mon plus grand amour, sans paradoxe. Ma plus grande blessure, mon plus grand amour, sans paradoxe.
Merci. Persuadé qu'il n'y avait pas une femme sage, pour prévenir les infidélités de celles qu'il prendrait à l'avenir, le roi Shahryar résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain matin. Le bruit de cette inhumanité sans exemple causa une consternation générale dans le royaume où il régnait. On n'y entendait que des cris et des lamentations. Ici, c'était un père en pleurs qui se désespérait de la perte de sa fille. Et là, c'était de tendres mères qui, craignant pour les leurs la même destinée, faisaient par avance retentir l'air de leurs gémissements. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attirées jusqu'alors, tous ces sujets se faisaient plus que des imprécations contre lui. Son grand vizir, qui était malgré lui le ministre de si horribles injustices, avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Scheherazade. Elle prête sa lumière à l'aube, et c'est le jour. De sa clarté s'irradient les rayons du soleil levant. De son éclat, les lunes s'illuminent. Lorsqu'elle apparaît en déchirant ses voiles, les créatures se prosternent devant elle. Quand ses regards lancent leurs éclairs, comme des flots de larmes se déversent les pluies. La cadette, Dunyazad, ne manquait pas de mérite. Mais Scheherazade avait un courage au-dessus de son sexe et de l'esprit infiniment. Elle avait beaucoup de lecture et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui avait échappé de tout ce qu'elle avait lu. Elle s'était heureusement appliquée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux arts. Et elle faisait des vers mieux que les poètes les plus célèbres de son temps. Outre cela, elle était pourvue d'une beauté extraordinaire. Et une vertu très solide couronnait toutes ses belles qualités. Le vizir aimait passionnément une fille si digne de sa tendresse. Un jour qu'ils s'entretenaient tous deux ensemble, elle lui dit « Mon père, j'ai une grâce à vous demander. Je vous supplie très humblement de me l'accorder. » « Je ne vous la refuse pas, répondit-il, pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. »« Pour juste, répliqua Scheherazade, elle ne peut l'être davantage, et vous en pouvez juger par le motif qui m'oblige à vous la demander. J'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leurs filles d'une manière si funeste. Votre intention est fort louable, ma fille, dit le vizir. Mais le mal auquel vous voulez remédier me paraît sans remède. Comment prétendez-vous en venir à bout ? Mon père, repartit Scheherazade, puisque par votre entremise, le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure, par la tendre affection que vous avez pour moi, de me procurer l'honneur de sa couche. Le vizir ne put entendre ce discours sans horreur. « Avez-vous perdu l'esprit, ma fille ?
Pouvez-vous me faire une prière si dangereuse ? Vous savez que le sultan a fait serment sur son âme de ne partager sa couche qu'une seule nuit avec la même femme et de lui faire ôter la vie le lendemain. Et vous voulez que je lui propose de vous épouser ? Songez-vous bien à quoi vous expose votre zèle indiscret ? Oui, mon père, répondit cette vertueuse fille. Je connais tout le danger que je cours et il ne saurait m'épouvanter. Si je péris, ma mort sera glorieuse. Et si je réussis dans mon entreprise, je rendrai à ma patrie un service important. Non, dit le vizir. Quoi que vous puissiez me représenter pour m'intéresser à vous permettre de vous jeter dans cet affreux péril, ne vous imaginez pas que j'y consente. Quand le sultan m'ordonnera de vous enfoncer le poignard dans le sein, hélas, il faudra bien que je lui obéisse. Quel triste emploi pour un père. Et si vous ne craignez point la mort, craignez du moins de me causer la douleur mortelle de voir ma main teinte de votre sang. Encore une fois, mon père, dit Scheherazade, accordez-moi la grâce que je vous demande. Votre opiniâtreté, repartit le vizir, excite ma colère. Pourquoi vouloir vous-même courir à votre perte ? Qui ne prévoit pas la fin d'une entreprise dangereuse n'en saurait sortir heureusement. Je crains qu'il ne vous arrive ce qui arriva à l'âne, qui était bien et qui ne put s'y tenir. Quel malheur arriva-t-il à cet âne ? Reprit Scheherazade. Je vais vous le dire, répondit le vizir. Écoutez-moi. Un marchand très riche se retira avec sa femme et ses enfants à une de ses terres pour la faire valoir par lui-même. Il avait le don d'entendre le langage des bêtes, mais avec cette condition qu'il ne pouvait le révéler à personne sans s'exposer à perdre la vie, ce qui l'empêchait de communiquer les choses qu'il avait apprises par le moyen de ce don. Il y avait à une même auge un bœuf et un âne. Un jour qu'il était assis près d'eux, il entendit que le bœuf disait à l'âne : « L'éveillé, que je te trouve heureux, quand je considère le repos dont tu jouis et le peu de travail qu'on exige de toi. Un homme te panse avec soin, te lave, te donne de l'orge bien criblée et de l'eau fraîche et nette. Ta plus grande peine est de porter le marchand notre maître lorsqu'il a quelques petits voyages à faire. Sans cela, toute ta vie se passerait dans l'oisiveté. La manière dont on me traite est bien différente, et ma condition est aussi malheureuse que la tienne est agréable. Il est à peine minuit, qu'on m'attache à une charrue, que l'on me fait traîner tout le long du jour en fendant la terre. Ce qui me fatigue à un point que les forces me manquent quelquefois. D'ailleurs, le laboureur, qui est toujours derrière moi, ne cesse de me frapper. À force de tirer la charrue, j'ai le cou tout écorché. Enfin, quand je suis de retour, on me donne de méchantes fèves sèches à manger. Et pour comble de misère, lorsque je me suis repu d'un mets si peu appétissant, je suis obligée de passer la nuit couchée dans mon ordure. Tu vois donc que j'ai raison d'envier ton sort. L'âne n'interrompit pas le bœuf et lui laissa dire tout ce qu'il voulut. Mais quand il eut achevé de parler, « Vous ne démentez pas, lui dit-il, le nom d'idiot qu'on vous a donné. Vous êtes trop simple. Vous vous laissez mener comme l'on veut et vous ne pouvez prendre une bonne résolution. On ne vous traiterait pas de la sorte si vous aviez autant de courage que de force. Lorsqu'on vient vous attacher à l'auge, que ne faites-vous résistance? Que ne donnez-vous de bons coups de corne? Que ne marquez-vous votre colère en frappant du pied contre terre? Pourquoi enfin n'inspirez-vous pas la terreur par des beuglements effroyables? La nature vous a donné les moyens de vous faire respecter et vous ne vous en servez pas. On vous apporte de mauvaises fèves et de mauvaises pailles. N'en mangez point. Flairez-les seulement et laissez-les. Si vous suivez les conseils que je vous donne, vous verrez bientôt un changement dont vous me remercierez. Le bœuf prit en fort bonne part les avis de l'âne. « Cher l'éveillé, ajouta-t-il, je ne manquerai pas de faire tout ce que tu m'as dit et tu verras de quelle manière je m'en acquitterai. » Ils se turent après cet entretien, dont le marchand ne perdit pas une parole. Le lendemain, de bon matin, le laboureur vint prendre le bœuf. Il l'attacha à la charrue et le mena au travail ordinaire. Le bœuf,
qui n'avait pas oublié le conseil de l'âne, fit fort le méchant ce jour-là. Et le soir, lorsque le laboureur, l'ayant ramené à l'auge, voulut l'attacher comme de coutume, le malicieux animal, au lieu de présenter ses cornes de lui-même, se mit à faire le rétif et à reculer en beuglant. Il baissa même ses cornes comme pour en frapper le laboureur. Il fit enfin tout le manège que l'âne lui avait enseigné. Le jour suivant, le laboureur vint le reprendre pour le ramener au labourage. Mais trouvant l'auge encore remplie des fèves et de la paille qu'il y avait mise le soir, et le bœuf couché par terre, les pieds étendus et haletant d'une étrange façon, il le crut malade. Il en eut pitié, et jugeant qu'il serait inutile de le mener au travail, il alla aussitôt en avertir le marchand. Le bon marchand vit bien que les mauvais conseils de l'éveillé avaient été suivis. Et pour le punir comme il le méritait, « Va, dit-il au laboureur, prends l'âne à la place du bœuf et ne manque pas de lui donner bien de l'exercice. » Le laboureur obéit. L'âne fut obligé de tirer la charrue tout ce jour-là, ce qui le fatigua d'autant plus qu'il était moins accoutumé à ce travail. Cependant, le bœuf était très content. Il avait mangé tout ce qu'il y avait dans son auge et s'était reposé toute la journée. Il se réjouissait en lui-même d'avoir suivi les conseils de l'éveillé. Il lui donnait 1000 bénédictions pour le bien qu'il lui avait procuré. Et il ne manqua pas de lui en faire un nouveau compliment lorsqu'il le vit arriver. L'âne ne répondit rien au bœuf, tant il avait de dépit d'avoir été si maltraité. « C'est par mon imprudence, se disait-il à lui-même, que je me suis attiré ce malheur. Je vivais heureux, tout me riait. J'avais tout ce que je pouvais souhaiter. C'est ma faute si je suis dans cet état déplorable. Et si je ne trouve pas quelque ruse en mon esprit pour m'en tirer, ma perte est certaine. » En disant cela, ses forces se trouvèrent tellement épuisées qu'il se laissa tomber à demi-mort au pied de son auge. En cet endroit, le grand vizir, s'adressant à Scheherazade, lui dit « Ma fille, vous faites comme cet âne. Vous vous exposez à vous perdre par votre fausse prudence. Croyez-moi, demeurez en repos et ne cherchez point à prévenir votre mort. » « Mon père, répondit Scheherazade, l'exemple que vous venez de rapporter n'est pas capable de me faire changer de résolution. Et je ne cesserai point de vous importuner que je n'ai obtenu de vous que vous me présenterez au sultan pour être son épouse. » Le vizir, voyant qu'elle persistait toujours dans sa demande, lui répliqua « Eh bien, puisque vous ne voulez pas quitter votre obstination, je serai obligé de vous traiter de la même manière que le marchand dont je viens de parler traita sa femme, peu de temps après, et voici comment. » Ce marchand, ayant appris que l'âne était dans un état pitoyable, fut curieux de savoir ce qui se passerait entre lui et le bœuf. C'est pourquoi, après le souper, il sortit au clair de lune et alla s'asseoir auprès d'eux, accompagné de sa femme. En arrivant, il entendit l'âne qui disait au bœuf « Compère, dites-moi, je vous prie, ce que vous prétendez faire quand le laboureur vous apportera demain à manger. »« Ce que je ferai, répondit le bœuf, je continuerai de faire ce que tu m'as enseigné. Je m'éloignerai d'abord, je présenterai mes cornes comme hier, et je ferai le malade et feindrai d'être aux abois. »« Gardez-vous-en bien, interrompit l'âne, ce serait le moyen de vous perdre. Car en arrivant ce soir, j'ai ouï dire au marchand notre maître une chose qui m'a fait trembler pour vous. Notre maître a dit au laboureur ces tristes paroles. Puisque le bœuf ne mange pas et qu'il ne peut se soutenir, je veux qu'il soit tué dès demain. Voilà ce que j'ai à vous apprendre. L'intérêt que je prends à votre conservation et l'amitié que j'ai pour vous m'oblige à vous en avertir et à vous donner un nouveau conseil. D'abord, quand on vous apportera vos fèves et votre paille, levez-vous et jetez-vous dessus avec avidité. Le maître jugera par là que vous êtes guéri et révoquera sans doute votre arrêt de mort. Au lieu que si vous en usez autrement, c'est fait de vous. Ce discours produisit l'effet qu'en avait attendu l'âne. Le bœuf en fut étrangement troublé et en beugla d'effroi. Le marchand, qui les avait écoutés tous deux avec beaucoup d'attention,
fit alors prix d'un si grand éclat de rire que sa femme en fut très surprise. « Apprenez-moi, lui dit-elle, pourquoi vous riez si fort afin que j'en rie avec vous ?»« Ma femme, lui répondit le marchand, contentez-vous de m'entendre rire ?»« Non, reprit-elle, j'en veux savoir le sujet. »« Je ne puis vous donner cette satisfaction, repartit le mari. Sachez seulement que je ris de ce que notre âne vient de dire à notre bœuf. Le reste est un secret qu'il ne m'est pas permis de vous révéler. »« Et qui vous empêche de me découvrir ce secret ?» répliqua-t-elle. « Si je vous le disais, répondit-il, apprenez qu'il m'en coûterait la vie. »« Vous vous moquez de moi ?» s'écria la femme. « Ce que vous me dites ne peut pas être vrai. Si vous ne m'avouez tout à l'heure pourquoi vous avez ri, si vous refusez de m'instruire de ce que l'âne et le bœuf ont dit, je jure par le grand Dieu qui est au ciel que nous ne vivrons pas davantage ensemble. » En achevant ces mots, elle rentra dans la maison et se mit dans un coin où elle passa la nuit à pleurer de toute sa force. Le mari coucha seul. Et le lendemain, voyant qu'elle ne discontinuait pas de se lamenter, « Vous n'êtes pas sage, lui dit-il, de vous affliger de la sorte. La chose n'en vaut pas la peine, et il vous est aussi peu important de la savoir qu'il m'importe beaucoup à moi de la tenir secrète. N'y pensez donc plus, je vous en conjure. »« J'y pense si bien encore, répondit la femme, que je ne cesserai pas de pleurer, que vous n'ayez satisfait ma curiosité. Mais je vous dis fort sérieusement, répliqua-t-il, qu'il m'en coûtera la vie si je cède à vos indiscrètes instances. » « Qu'il en arrive tout ce qu'il plaira à Dieu, repartit-elle, je n'en démordrai pas. »« Je vois bien, reprit le marchand, qu'il n'y a pas moyen de vous faire entendre raison. » Lui-même ne savait plus où il en était. Assis, seul, auprès de la porte de sa maison, il délibérait déjà s'il sacrifierait sa vie pour sauver celle de sa femme, qu'il aimait beaucoup. Continua le vizir en parlant toujours à Scheherazade. Ce marchand avait 50 poules et un coq avec un chien qui faisait bonne garde. Et pendant qu'il était assis, comme je l'ai dit, et qu'il rêvait profondément au parti qu'il devait prendre, il vit le chien courir vers le coq qui s'était jeté sur une poule, et il entendit qu'il lui parla dans ces termes. « Ô coq, Dieu ne permettra pas que tu vives encore longtemps. N'as-tu pas honte de faire aujourd'hui ce que tu fais ?» Le coq monta sur ses ergots et se tournant du côté du chien. « Pourquoi ?» répondit-il fièrement. « Cela ne me serait-il défendu aujourd'hui plutôt que les autres jours ?» « Puisque tu l'ignores, répliqua le chien, apprends que notre maître est aujourd'hui dans un grand deuil. Sa femme veut qu'il lui révèle un secret qui est de telle nature qu'il perdra la vie s'il le lui découvre. Les choses sont en cet état. Et il est à craindre qu'il n'ait pas assez de fermeté pour résister à l'obstination de sa femme, car il l'aime, et il est touché des larmes qu'elle répand sans cesse. Il va peut-être périr. Nous en sommes tous alarmés dans ce logis. Toi seul, insultant à notre tristesse, tu as l'impudence de te divertir avec tes poules. » Le coq repartit de cette sorte à la réprimande du chien. « Que notre maître est insensé. Il n'a qu'une femme, et il ne peut en venir à bout, pendant que j'en ai 50 qui ne font que ce que je veux. » Qu'il rappelle sa raison, il trouvera bientôt moyen de sortir de l'embarras où il est. « Et que veux-tu qu'il fasse ?» répondit le chien. « Qu'il entre dans la chambre où est sa femme, répondit le coq, et qu'après s'être enfermé avec elle, il prenne un bon bâton et lui en donne 1000 coups. Je mets en fait qu'elle sera sage après cela, et qu'elle ne le pressera plus de lui dire ce qu'il doit ou ne pas faire ou ne pas lui révéler. » Le marchand n'eut pas sitôt entendu ce que le coq venait de dire qu'il se leva de sa place, prit un gros bâton, alla trouver sa femme qui pleurait encore, s'enferma avec elle et la battit si bien qu'elle ne put s'empêcher de crier. « C'est assez, mon mari, c'est assez, laissez-moi, je ne vous demanderai plus rien. » Ma fille, ajouta le grand vizir, vous mériteriez d'être traitée de la même manière que la femme de ce marchand. Mon père, dit alors Scheherazade, de grâce,
Ne trouvez point mauvais que je persiste dans mes sentiments. L'histoire de cette femme ne saurait m'ébranler. Je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres qui vous persuaderaient que vous ne devez pas vous opposer à mon dessein. D'ailleurs, pardonnez-moi si j'ose vous le déclarer, vous vous y opposeriez vainement. Quand la tendresse paternelle refuserait de souscrire à la prière que je vous fais, j'irai me présenter moi-même au sultan. Le père, poussé à bout par la fermeté de sa fille, se rendit à ses importunités. Et quoique fort affligé de n'avoir pu la détourner d'une si funeste résolution, il alla dès ce moment trouver le roi Schahriar pour lui annoncer que la nuit prochaine, il lui mènerait Scheherazade. Comme Scheherazade, je m'arrête là. Pour connaître la suite de nos aventures, retrouvez-nous samedi prochain, samedi 21 novembre à 22h.